Bonjour, je suis Charles Philippona, je suis le 16e descendant de mon ancêtre Avril Philippona, qui s'est installé en Champagne, à Ailly, au cœur des grands crus de Pinot Noir, avant 1522. On sait qu'il avait déjà à cette époque-là un vignoble en Champagne, et personnellement j'ai repris la direction de cette maison au début de l'année 2000. J'ai travaillé sur le millésime 1999 et puis j'ai ensuite participé à l'élaboration de tous les millésimes depuis 2000 et je pense à leur amélioration progressive. Chez Philippona, il y a deux grandes choses, une qui a changé et une qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est le terroir. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on est toujours, depuis l'origine, au cœur des grands crus de Pinot Noir, qu'on est notamment propriétaire du fameux Clos des Goisses à Mareuil-sur-Ailly, tout près de chez nous, juste à la sortie de la maison, qui est peut-être le vignoble le plus spectaculaire de toute la Champagne, très pentu, exposé plein sud et cultivé sur une colline de craie pure qui est non seulement très mûre à cause de l'exposition, mais aussi très minérale, très champenoise par son sous-sol. Il y a une autre chose qui, elle, a changé, c'est qu'on a apporté, depuis une vingtaine d'années maintenant, plus de précision dans notre vinification. On a enlevé la petite lourdeur qui existait parfois dans les pinots noirs pour avoir une expression plus fruitée, plus fraîche et qui exprime mieux le terroir, à mon avis. Donc, ce qui est important quand on travaille pour faire nos vins, c'est de respecter notre terroir, de respecter notre origine d'implantation dans le vignoble, notre origine de raisin, mais ça demande plus que simplement prendre les raisins et faire le vin. Ça demande de savoir exactement ce qu'on veut en faire. Ça demande d'avoir bien défini un style pour la maison et ensuite de l'appliquer. Et c'est là qu'interviennent les hommes, c'est là que le talent humain intervient. C'est dans la clarté des idées et ensuite dans la rigueur d'exécution dans chaque étape de l'élaboration. Parce que tout doit converger pour nous vers le même objectif. Cet objectif, c'est d'exprimer la force, l'intensité des très beaux pinots noirs qu'on a la chance de cultiver, qu'on a la chance de travailler, et en même temps de leur maintenir toute leur fraîcheur, toute leur transparence légèrement acide et étendue, et tout leur fruité. Chaque détail de l'élaboration est orienté vers ce double objectif. Et chacun dans la maison doit avoir intégré complètement dans sa façon de travailler, dans sa façon de penser, les objectifs généraux de la maison. C'est ce qui me semble le plus important dans le travail qu'on fait. C'est difficile de mettre le doigt sur des détails précis dans l'élaboration qui transforment le style de la maison, parce que ces détails sont multiples, ils interviennent à chaque étape de la viticulture et de l'élaboration, mais ça veut dire par exemple dans la vigne, de maintenir des rendements bas, de maintenir des âges de vignoble élevés. Ça veut dire aussi des vendanges plutôt tardives, en attendant la pleine maturité du raisin. Nous ne sommes pas du tout des obsédés de l'acidité chez Philippona, en tout cas pas dans les vignes. Nous sommes plutôt des obsédés de la belle maturité, pour avoir une intensité de fruits. Ça veut dire aussi en viticulture d'être aussi proche que possible d'une culture totalement respectueuse de l'environnement. Nous sommes certifiés en haute valeur environnementale. Ça fait des dizaines d'années maintenant que nous n'utilisons plus ni engrais non organiques, tous les engrais sont organiques, ni insecticides, ni herbicides, tout le désherbage est mécanique, en partie au tracteur et en partie avec des chevaux. Dans les parcelles difficilement accessibles, ce sont des chevaux qui font les labours. Et dans la partie centrale du Clos des Goisses, c'est même fait à la main. Nous désherbons avec une petite raclette comme vous feriez vos fraisiers dans votre jardin. En vinification, nous avons également quelques techniques qui nous sont propres, qui nous permettent d'accomplir cet objectif à la fois d'intensité et de fraîcheur. Et pour les vins non millésimés, c'est notamment la gestion des vins de réserve. Nous gérons les vins de réserve en Solera ou en réserve perpétuelle, c'est-à-dire que tous les ans, l'ensemble des vins anciens sont réassemblés avec les vins nouveaux
Et ce nouvel assemblage devient, pour une partie qu'on conserve jusqu'à l'année suivante, la nouvelle réserve. Cette réserve, elle a été initiée en 1946. Donc on peut théoriquement imaginer qu'il y a encore quelques molécules de 1946 dans notre réserve perpétuelle. En tout cas, ce qu'il y a, c'est une certaine complexité qui est apportée par la conservation de vins anciens, mais toujours protégé, toujours rafraîchi par le vin nouveau. Et ça répond au double objectif d'intensité, de complexité et de fraîcheur. La fraîcheur vient du vin nouveau, la complexité vient de l'inclusion de vins anciens qui sont dilués progressivement année après année, mais dont il reste une proportion significative, jusqu'à une douzaine d'années environ, dans nos vins non millésimés. Alors, depuis des années, nous avons la volonté d'être complètement transparents avec nos clients et nos consommateurs, et nous marquons derrière les bouteilles tous les détails qui peuvent intéresser un connaisseur. Dans les vins non millésimés, nous indiquons la vendange de base. Par exemple, ce non millésimé que nous avons ici, notre Royal Reserve Brut, provient de la base 2013. Donc vous savez que nous sommes fin 2018, que le vin a bientôt 5 ans et qu'il a passé plus de 4 ans dans la bouteille avant de venir sur votre table. Dans le même ordre d'idées, nous indiquons la proportion de vin de réserve, ici 30%. Nous indiquons aussi le dosage, 8 grammes de sucre par litre, 6 grammes par bouteille, et nous indiquons, nous avons été les premiers en Champagne à le faire, depuis le début des années 1980, nous indiquons la date de dégorgement, qui est une indication importante pour comprendre comment le vin, combien de temps le vin a pu évoluer après son dégorgement et après sa nouvelle mise en présence d'oxygène au moment de ce dégorgement. En l'occurrence, ce vin a été dégorgé en février 2018. Ça nous semble être les informations essentielles. Et puis évidemment, nous incluons aussi dans l'étiquette ce qu'indiquent la plupart des élaborateurs, c'est-à-dire les cépages qui entrent dans l'assemblage. Chez nous, toujours une majorité de pinot noir, complétée par du chardonnay et une proportion très très résiduelle, voire nulle, de pinot meunier, parce que nous souhaitons que notre style soit dominé par le pinot noir. La haute valeur environnementale, c'est quelque chose qu'on a voulu faire pour 2 raisons. D'une part, parce que ça concrétise nos efforts de travail durable. Nous avons la chance d'avoir des vignobles, des terroirs où il y a de la vigne depuis 500 ans parfois, et nous sommes heureux que nos ancêtres nous les aient laissés en bon état. Donc moi j'aimerais que dans 500 ans, nos descendants ou les gens qui travailleront ces mêmes vignobles se disent qu'on a respecté leur terroir et qu'on a laissé cet outil de travail, cet outil qui nous est donné par la nature dans le meilleur état possible. Ça c'est important d'un point de vue philosophique et presque moral pour l'avenir de cette petite partie de l'humanité qu'est le vin. L'autre raison pour laquelle on a décidé de se certifier, et on l'a fait très rapidement, on a été une des toutes premières exploitations en Champagne à le faire, c'est que les gens nous demandent ce que nous faisons. Les clients, les consommateurs nous mettent face à ce questionnement du développement durable, à ce questionnement écologique et nous demandent ce que nous faisons. Comme nous sommes encore un petit peu réticents à arroser nos vignobles de cuivre et que nous ne sommes pas certifiés bio, il nous manque ce petit détail de traitement contre le mildiou, nous avons voulu pouvoir répondre en disant que nous faisions des efforts importants et que nous faisions depuis longtemps en termes d'amendement organique, en termes de désherbage jamais chimique, en termes d'absence d'utilisation d'insecticides, en termes de lutte contre certaines maladies fongiques qui sont aujourd'hui bio chez nous, notamment contre l'oïdium avec le soufre, contre le botrytis avec tout simplement l'aération des raisins par un effeuillage sélectif. Et il nous reste le mildiou pour lequel nous attendons des progrès qui sont en train de venir. Parce que je pense que d'ici peu d'années maintenant, nous aurons des produits de biocontrôle disponibles qui permettront de nous défaire à la fois des traitements de synthèse, des traitements modernes et du cuivre. Nous attendons ça pour passer complètement bio. Alors, je suis très très fier que le guide Béthane et de Sauve, et notamment que Michel Béthane lui-même, nous reconnaisse comme un des domaines qui a le plus progressé ces dernières années et comme un des tout meilleurs domaines
en Champagne et nous est désigné le meilleur domaine de l'année dans notre domaine de Champagne à nous en tout cas, aux côtés de quelques autres très beaux viticulteurs d'autres régions. Ça me fait très très plaisir pour deux raisons. D'abord, je respecte énormément Michel Béthane, qui est un grand spécialiste de la Bourgogne, et quand on fait nos vins de Champagne, on pense toujours au Bourgogne blanc, parce que c'est un peu le même équilibre qu'on a dans nos propres vins, même si on obtient ça souvent avec du pinot noir, mais du pinot noir vinifié en blanc. Donc un grand spécialiste de la Bourgogne nous reconnaisse, ça me fait très plaisir. Ce qui fait très plaisir aussi, c'est qu'il a reconnu chez nous, ou qu'il a aimé notre style de vin, ce style qui est fait à la fois d'intensité fruitée et de fraîcheur, est quelque chose qu'il a trouvé comme une grande réussite. Et comme c'est le style qui est le mien, ça me fait très plaisir qu'on ait les mêmes idées et qu'il nous suivent dans cette direction-là. Et la troisième chose qui me fait également extrêmement plaisir, c'est qu'on est allé assez vite. Quand on fait du vin, entre le moment où on commence à prendre des décisions pour améliorer la qualité et le moment où ça se constate sur le marché, il a déjà fallu 10 ans pour le Clos des Goisses pour qu'il sorte, et puis il a fallu encore quelques années pour que les gens se rendent compte de la qualité actuelle de ces cuvées-là. Et donc on est allé aussi vite pour obtenir cette reconnaissance, les 5 étoiles, qui est la reconnaissance maximale de ce guide, qui est donné à peu de domaines. Ça m'a apporté un très grand plaisir, une très grande fierté. Non pas de mon travail, non pas une fierté pour moi-même, mais une fierté pour le travail accompli par tout le monde dans cette maison depuis 20 ans maintenant. Alors, ce challenge est très important. On ne cherche pas les étoiles, c'est pas du tout ça notre but. Notre but, c'est de faire des bons vins. Mais quand les grands critiques, quand les grands amateurs nous reconnaissent et nous suivent, ça nous fait plaisir. Se dire qu'on doit faire partie des meilleurs, ça nous motive. C'est un challenge intéressant pour nous aider à mieux travailler. D'ailleurs, je crois que je vais téléphoner à Michel Béthane pour lui demander de créer une 6e étoile pour qu'on puisse se défoncer encore plus. Je ne sais plus exactement depuis combien de temps nous sommes partenaires de la Coupe Georges Baptiste. Je crois que ça fait 5 ans environ, 5 ou 6 ans. Grâce à Michel Troet et Franck Langui qui sont venus nous chercher, et ça nous a fait plaisir de les rejoindre parce que c'est important de participer à la formation des jeunes dans un métier qui a besoin d'être valorisé, qui a besoin d'être reconnu, un métier très important, un métier de service qui fait partie de la tradition française. Et puis aussi, et là il y a peut-être un petit calcul de notre part pour le futur en tout cas, parce que ce sont nos futurs clients, ce sont nos futurs acheteurs tout simplement dans les restaurants ou les hôtels dans lesquels ils travailleront. Alors c'est par Jean-Michel que nous avons été mis en relation, parce que nous sommes son fournisseur depuis très longtemps. Jean-Michel a suivi Nicolas Sarkozy, on peut peut-être citer son nom, depuis des années, peut-être même des dizaines d'années maintenant, à Neuilly, au Conseil général des Yvelines, à l'UMP, et ensuite à l'Élysée, et aujourd'hui dans les activités qu'il poursuit encore. Et tout au long de ces années, nous avons travaillé assez intensément avec lui, et ça nous a fait plaisir évidemment de lui renvoyer l'ascenseur sur ce sujet qui lui tient beaucoup à cœur, beaucoup à cœur. Alors, la Coupe Georges Baptiste, comme je le disais, elle promeut et elle continue une tradition française de service de qualité. Et nous-mêmes, nous faisons partie de cette chaîne. Nous sommes un des éléments d'un beau repas à la française. Ça se passe en cuisine, évidemment, ça se passe en salle et ça se passe sur la table avec les bouteilles qu'on y apporte. Donc nous sommes un de ces éléments et nous avons choisi comme thème de promotion, comme thème de communication dans la maison. Et c'est là que la plupart de nos budgets, si on peut parler de budget, même s'ils ne sont pas immenses, sont investis auprès des cuisiniers, auprès de la presse du vin et de la cuisine, et auprès des restaurants, auprès de la salle également, puisqu'il n'y a pas que la cuisine qui compte, la salle compte beaucoup aussi. Il y a un siècle, les grands maîtres d'hôtel valaient plus que les cuisiniers. Ça c'est un petit peu perdu, c'est peut-être dommage, avec tout le respect que je garde pour les cuisiniers.
Alors si j'avais quelques conseils à donner aux candidats, je leur donnerais d'abord quelques conseils un peu généraux. Je leur demanderais de relire les manuels de savoir-vivre du 19e siècle, où on explique que le rôle du maître ou de la maîtresse de maison, et qui après tout est le rôle du maître d'hôtel dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est que les hôtes, et ne les appelons pas clients, c'est que les hôtes, que les invités se sentent bien. Il faut les mettre à l'aise et se souvenir qu'on est à leur service pour leur plaisir et pour leur faciliter le séjour dans notre maison. Ça, c'est ce qui doit guider tout ce qu'on fait. Ce serait le premier conseil général que je donnerais. Le deuxième conseil, c'est de faire tout ça avec l'élégance. C'est de se souvenir qu'on est vu par les clients. On n'est pas juste quelqu'un qui apporte quelque chose à table quand on est maître d'hôtel, ou même quand on est simplement serveur, ou même quand on fait simplement les courses entre la cuisine et la table. On est quelqu'un qui représente la maison pour laquelle on travaille, et que l'élégance du service fait partie du produit. Quand on travaille dans la restauration, on ne vend pas des plats et on ne vend pas des bouteilles de vin. On vend une expérience complète et le service en fait partie. Maintenant, il y a peut-être des conseils plus techniques qu'on pourrait donner aussi. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour donner des conseils techniques. Je n'ai pas fait d'école hôtelière, même s'il m'est donné très souvent d'observer le travail des gens qui y sont passés. Dans le service du champagne, qu'est-ce qu'on peut dire? Une chose qui m'énerve toujours un petit peu, c'est quand on fait du bruit en débouchant la bouteille. Voilà, il ne faut pas faire péter le bouchon. Ça n'est pas élégant. Si on veut garder de l'élégance, il faut savoir le sortir tout doucement et qu'il fasse juste un petit soupir. Ça me semble important. Une chose horrible qu'on voit quelquefois aussi, c'est qu'on arrache complètement la capsule. C'est horrible. S'il y a un petit tiret qui permet de la découper proprement, il faut le tirer doucement. S'il n'y en a pas, il ne faut pas oublier de la couper, comme pour une autre belle bouteille de vin. Et là aussi, garder l'élégance. En servant la bouteille, il faut évidemment la montrer au client. Il faut essayer de prendre la bouteille par derrière sans la cacher avec la main. Pas comme ça. Comme ça. Ça permet de la présenter, ensuite de la servir. Moi, je la sers toujours en retournant la main comme ça. En supination, comme disent les escrimeurs, la main vers le haut et la bouteille au-dessus. Ça permet de voir la bouteille. Et pas comme ça en l'abaissant, parce que là, on ne voit plus rien. Tout ça, ce sont des petits détails d'élégance qui font aussi partie du service du vin. Et évidemment, pas de gouttes sur la table. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un très bon maître d'hôtel? Le premier point, à mon avis, c'est de toujours être au service de son hôte, de son invité, de son client. C'est un mot que j'aime pas beaucoup, client. Je préfère dire hôte, et de se souvenir qu'on est là pour lui faire plaisir et qu'il passe le meilleur moment possible à table. Le deuxième point, c'est sa compétence technique, évidemment. C'est qu'il connaisse son métier, qu'il l'exécute bien, qu'il ait les bons gestes techniques. Le troisième point qui caractérise un bon maître d'hôtel, c'est qu'il est parfaitement au fait du fonctionnement de son établissement, il est parfaitement au fait de ce qui se passe en cuisine, et il est parfaitement au fait de ce qu'il y a sur sa carte des vins pour pouvoir le proposer et le recommander avec efficacité. Moi, j'ai été impressionné quelquefois. Je me souviens d'avoir été chez Gordon Ramsay à Londres et d'avoir assisté à un briefing de Gordon Ramsay à son équipe de salle. C'était une chose absolument extraordinaire. Il a expliqué à l'équipe de salle qui allait venir, qui allait réserver, quel type de clients étaient les gens qui avaient réservé, quels étaient les plats qui étaient servis lors de ce service. Et le sommelier, le chef sommelier, a ensuite expliqué à toute l'équipe de salle quels étaient les vins qu'il pouvait proposer avec chacun des plats qui allaient être servis, ou les types de vins plutôt qui pouvaient être proposés. J'ai trouvé ça d'un professionnalisme absolument parfait, et je pense que ça fait partie du rôle du maître d'hôtel de faire ce lien complet pour que l'expérience de l'hôte soit complète. Alors,
pour finir cette petite explication, j'aimerais lever mon verre à la réussite, non pas de tous les candidats, parce que malheureusement, vous qui me regardez, vous ne réussirez pas tous, mais vous aurez la gloire d'avoir participé. C'est comme aux Jeux Olympiques, l'important c'est de participer. Et j'aimerais lever mon verre par anticipation aux futurs lauréats et aux futurs vainqueurs. Déjà, à eux, bravo!